Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Manon. Bonjour. Tu es assistante sociale et aujourd'hui on va parler du droit à la santé, c'est très important. Qu'est-ce que tu voudrais bien nous en dire, Manon? Alors en effet, le droit à la santé c'est très important parce qu'on peut se retrouver dans des situations des fois un peu compliquées et si on n'a pas ces droits ouverts, ça peut coûter très très cher. Oui. Donc dans le droit à la santé, on a les droits de base, donc à la sécurité sociale ou avec la carte vitale où c'est indiqué, c'est ça qu'on donne chez le médecin pour être remboursé. Ensuite, il y a la mutuelle. Donc la mutuelle, c'est ce qu'on a quand on travaille par exemple, souvent il y a une mutuelle employeur, où on peut aussi, nous, suivant les besoins qu'on a, prendre une mutuelle à côté pour par exemple avoir plus de remboursement par rapport aux yeux si on a besoin, ou aux dents, voilà. Les mutuelles ne sont pas à but lucratif, non. Donc voilà, c'est quelque chose qui est censé bien fonctionner. C'est censé bien fonctionner, et alors il y en a des plus ou moins chers suivant les remboursements qu'on a, mais par contre, en effet, des fois ça coûte cher, mais à la fin quand on a besoin, on est quand même content d'être remboursé. Il faut faire des calculs en fait. C'est ça, exactement, suivant les besoins qu'on a. Et donc du coup pour les personnes qui ont des faibles ressources ou qui ont le RSA, ils peuvent avoir accès à la CMU. Donc c'était avant la CMU, ça s'appelait comme ça, donc la complémentaire maladie universelle. Et maintenant du coup c'est la C2S, complémentaire santé solidaire. Voilà. C'est la même chose. C'est juste le nom qui a changé. Avant, c'est ça a changé beaucoup de noms parce que je pense qu'il y avait des petites modalités qui ont changé, mais aujourd'hui c'est la complémentaire santé solidaire. Et donc ça c'est pour les personnes à faible revenu ou bénéficiaires du RSA. Ok. Ça c'est très simple. Il y a un document à remplir en fait sur internet. Vous tapez formulaire C2S, complémentaire santé solidaire, et il y a quelques éléments, l'identité et les ressources. Ok. Voilà. Ça prend combien de temps à peu près pour avoir des droits ouverts à la CMU? Alors, oui, j'ai pas la CMU, je pense que majoritairement ça va être un mois. D'accord, on va dire 2-3 mois, mais ça. Pour viser large. C'est ça, oui. Mais un mois et demi. C'est ça, tout se passe bien, on va dire juillet, un mois. C'est ça, souvent les vacances, ça prend un peu plus de temps, mais c'est quand même assez rapide. Okay. Bon, enfin c'est rapide, un mois. Mais, et donc du coup, voilà, c'est un document à remplir, vous pouvez remplir seul, parce que c'est pas très très compliqué, l'identité et les revenus. Okay. Mais si on est un peu perdu, et bien sûr, si on est l'écriture, on passe par une Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous on est là, on remplit, on vous imprime le formulaire et on l'envoie, c'est très simple. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs droits, donc c'est pour ça que des fois quand on est un peu perdu, qu'on est jeune, qu'on n'a pas eu de transmission familiale ou qu'on arrive à notre pays, c'est cool d'aller faire un coucou chez l'assistante sociale. Oui, non mais bien sûr, parce que des fois ça peut juste être la petite aide qui déclenche et après vous pouvez faire tout seul parce que des fois on a juste besoin qu'on nous montre comment ça fonctionne, puis on se rend compte que c'est pas si dur que ça en fait. Des fois ça fait peur l'administratif, et des fois en fait c'est pas si dur. Mais nous on est toujours là de toute façon pour accompagner les personnes, pour remplir. On nous parle beaucoup des fraudes, oui, aussi. Mais on nous parle pas des gens qui n'ont pas accès à leurs droits, et ça c'est aussi une niche financière incalculable. C'est impressionnant, bien sûr, il y a plein de personnes qui remettent pas leurs droits à jour parce qu'ils y pensent pas, parce que ce qui est important avec la C2S du coup, c'est de la mettre à jour aussi, parce qu'elle est pas valable une fois qu'on l'a fait, elle n'est pas valable toute notre vie. C'est ça. C'est que du coup, elle est en fonction de nos revenus. Donc il faut tous les ans, en fait, il faut rafraîchir son compte, quoi. Exactement. Comme à la CAF, c'est ça, parce que en un an, on peut avoir changé de revenus et donc du coup, on n'a plus le droit à la C2S parce que ça a des plafonds de salaire et de revenus. Donc forcément, des fois, on est un petit peu plus au-dessus. Donc il faut une autre mutuelle, celle de l'employeur ou une autre personnelle. Mais voilà. Il faut juste vérifier au niveau des plafonds de ressources. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau santé qu'il faut savoir? Alors, au niveau santé, il faut aussi avoir un médecin traitant. Ouais, ou une. Ou une médecin traitante, bien sûr. Parce que du coup, on est moins bien remboursé quand on n'a pas de médecin traitant ou une médecin traitante. C'est important que tu le signales parce que c'est vrai qu'on le sait plus ou moins, mais parfois on peut oublier cette information. Oui. En fait, c'est auprès de ceux ou cette professionnels qu'on lui demande d'être... C'est aussi simple que ça. Vous allez voir le médecin. Si le médecin vous convient, très important d'avoir un médecin avec qui on se sent bien, avec qui on peut parler et qui prend le temps avec nous. Alors des fois quand il n'y en a que un dans toute une région c'est ça. Ça peut être compliqué. Mais il faut juste demander au médecin, est-ce que vous êtes ok pour être mon médecin traitant? Des fois il y en a, ils en ont trop, mais bon. Des fois on a des refus, mais c'est rare. C'est quand même très très rare. Et en fait le médecin du coup donne son nom et en fait ça se fait automatiquement sur votre compte Amélie. Et en parlant du compte Amélie, très important d'avoir un compte Amélie. Exactement. Très simple. compteamélie.fr, le numéro de sécurité sociale et un mot de passe. Si c'est la première fois que vous le faites, vous créez votre mot de passe et là vous avez tous les remboursements. On peut faire la demande d'attestation. Exactement, demande d'attestation. Pas de remboursement, il faut encore envoyer le document. Oui, mais ça se fait automatiquement maintenant avec du coup si
Si tout est bien calé dans vos informations entre la C2S ou la mutuelle que vous avez, le médecin traitant et votre carte vitale qui est bien mise à jour et tout ça, tout normalement maintenant c'est quand même assez bien fait, tout se fait en fait tout seul dès que vous êtes malade. Oui, parce qu'avant on galérait pour avoir des attestations, fallait demander longtemps avant, enfin c'était compliqué. Là on peut avoir son attestation dans la minute quoi. C'est ça. On a une imprimante où juste on enregistre le document, on peut l'envoyer pour des démarches. C'est génial. Donc c'est ça. Amélie.fr c'est devenu une base incontournable. C'est ça, c'est la base parce que ça permet de voir si vous avez bien été remboursé des frais. De contrôler un peu tout ça. C'est ça. Et de demander si vous avez perdu votre carte vitale, de signaler perdu ou volé, ou si vous n'avez jamais eu, de faire la demande et de faire en fait toutes les demandes relatives à la santé. Même la carte européenne, oui, si vous partez en vacances, de l'avoir quand on est en Europe. C'est ça. Du coup je l'ai imprimé, il y a même pas, on reçoit même plus les cartes maintenant. On reçoit le format papier qu'on imprime et après on a juste à le présenter. D'accord, ça j'étais je l'ai fait il y a pas longtemps. Très bien. Et du coup c'est très pratique. Oui, c'est très bien parce que du coup si vous arrive quoi que ce soit en fait en Europe et vous êtes malade, la carte vitale ne passe pas et donc il faut avoir cette carte maladie pour pouvoir être remboursé, être prise en charge et tout ça. Et c'est très simple, juste demander ma carte. Exactement. Et on l'a tout de suite maintenant. Avant ça mettait quelques semaines. Oui, non maintenant c'est immédiat. Parfait. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont super efficaces. Est-ce que il existe un système de santé pour les personnes non françaises? C'est ça, j'allais y venir. Du coup c'est l'AME. Aide médicale État. Ça pareil, du coup vous pouvez aller voir un ou une assistante sociale et demander à remplir. C'est à peu près le même formulaire que la complémentaire santé avec l'identité de la personne et des renseignements un peu sur la personne. D'accord. Et ça pareil, ça prend à peu près un mois et demi. On va voir court, des fois c'est plus long. Et ça permet du coup aux personnes qui sont en situation soit irrégulière ou situation irrégulière d'avoir droit en fait à des soins, d'être pris en charge et de pouvoir se soigner correctement. Donc ce qui est important de retenir, c'est que même si on est en situation irrégulière, on a quand même des droits en France pour soigner, pour être soigné en tant que personne étrangère non déclarée sur le territoire français. Exactement. C'est vraiment important. Oui, et il y a aussi du coup les passes. Permanence d'accès aux soins santé. Alors c'est pas dans tous les hôpitaux, mais dans beaucoup d'hôpitaux. Dans les gros quoi. C'est ça, souvent. Et là du coup c'est pour les personnes qui ont aucune couverture maladie, mais que ce soit personne étrangère ou personne française. Parce que des fois les droits sont pas forcément mis à jour, c'est un peu compliqué. Les gens qui relèvent de la psychiatrie par exemple n'ont pas toujours d'organisation psychique s'il n'y a pas de traitement, donc des fois elles arrivent aux urgences, il n'y a rien qui est fait. Donc, exactement, et puis c'est surtout que en plus au départ quand on est mineur on est sous la carte vitale de nos parents, il faut faire la demande après majeur de notre propre carte vitale avec notre propre numéro. Donc imaginons une personne problème psy ou autre, je ne le fais pas, donc j'ai pas de droit, je ne sais pas, et donc je peux aller à la PAS. Et à la PAS, il y a des assistantes sociales qui vous accompagnent justement pour faire tout le procédé de demande de complémentaire santé, demande de carte vitale. D'évaluer les droits, de voir où en est la personne. C'est ça. Et qui après oriente, suivant la problématique de la personne, qui peut orienter vers d'autres assistantes sociales. Ok. On va finir sur la MDPH, ce dossier pour se constituer avec un statut de personne handicapée. Comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de se déclarer aussi en tant que personne C'est ça. Alors, la MDPH, donc c'est la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a un dossier. Alors lui par contre c'est un dossier très long. Il faut que le médecin puisse du coup faire une attestation pour évaluer le taux de handicap de la personne. Et en fonction du taux de handicap, il y a des droits qui s'ouvrent. Exact. La plupart du temps c'est à partir de 80% où vous pouvez du coup avoir l'AH, donc l'allocation adulte aux personnes handicapées. Il y a aussi des prestations pour qu'une personne puisse vous accompagner dans votre quotidien pour par exemple les tâches ménagères, pour vous accompagner à faire les courses, pour ce genre de choses. Le taxi aussi, exactement, le taxi, tout ce qui est de l'ordre du quotidien et qui nécessite une aide humaine ou matérielle, parce qu'il y a aussi des aménagements pour un bureau. Exactement. C'est infini un petit peu quand même. Oui, c'est ça. En fait, dans le dossier MDPH, c'est long, c'est un peu compliqué, donc je conseille plus d'aller quand même consulter une assistante sociale. C'est bien quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, il y a plein de pages et des fois ça ne correspond pas parce qu'on n'est pas concerné, mais bon, on le sait pas trop. Donc, en fait, le dossier il est long, mais il concerne en effet pas tout le monde. Moi, je l'ai fait pour mon enfant. J'ai dû remplir 10 pages sur les 35, je crois. C'est ça, exactement. Parce que il est enfant, donc il travaille pas, il n'est pas à la retraite. Il n'a pas les besoins, il n'a pas tous les besoins. Clairement. Donc, ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'il y a le projet de vie. Donc, c'est toutes les demandes, toutes les limites de la personne pour pouvoir justement avoir un retour adapté. C'est ça. Il y a aussi une allocation enfant. AEH. Voilà, il y a le
C'est la même chose, mais du coup pour enfants. L'aide humaine, c'est l'AESH, qui s'appelait AVS avant, l'aide à la vie scolaire. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui existent. C'est vrai qu'on les connaît pas vraiment quand on n'est pas dedans, mais ça vaut le coup vraiment de faire le dossier. Il y a 1 ou 2 commissions par an, ça dépend des secteurs. Nous, il n'y en a qu'une par an, dans le 95, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que si vous faites votre dossier en juin, bon ben la commission est déjà passée. Hein, donc clairement, c'est ça pour l'année d'après. Donc c'est vrai que se renseigner et d'avoir clairement en tête les deadlines. Oui, il faut le remettre à jour. Suivant le handicap, il faut remettre à jour. Des fois, c'est un peu absurde parce qu'il y a des handicaps où on sait très bien que, durée, par exemple, la trisomie, pour l'instant, la médecine n'a pas réussi à trouver de solution. Voilà. Mais il faut quand même mettre à jour pour dire je suis toujours trisomique. Enfin voilà. Et je suis toujours aussi vivant ou vivante. Je pense aussi que dans tous les oui, il faut le mettre à jour. On rafraîchit tout, même la CMU, la CAF. Parce que tout, en fait, la situation peut changer, évoluer. Il y a des handicaps qui sont temporaires et donc du coup, il faut après dire bon, mais là c'est bon maintenant. Oui, puis là, la MDPH ne fait pas cette régulation avec ceux qui sont définitifs. Non. Et puis c'est surtout qu'il ne faudrait pas du coup que vous perceviez l'AH et au final, à un moment donné, vous n'en avez plus besoin et vous vous retrouvez avec une dette. Parce que vous avez perçu un trop perçu, et ça c'est une catastrophe. La CAF est friande de ce genre de techniques. Ils savent toquer à la porte pour revenir. Mais du coup voilà, donc le dossier MDPH important et du coup n'hésitez pas à solliciter du coup une personne spécialisée là-dedans. Il y a des assistantes sociales qui sont spécifiques dans la composition de ce dossier. Et il y a aussi la demande de RQTH. Donc c'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Travailleuse, ou travailleuse. Et du coup, une personne qui est en situation de handicap peut faire cette demande-là pour que, par exemple, son lieu de travail soit adapté. Oui, ça c'est chouette. Par exemple, je pense, l'exemple bateau qui me vient, c'est les personnes qui sont en situation d'autisme, qui, par exemple, le lumière, le bruit ou des choses comme ça, et ben, s'ils ont cette RQTH, ils peuvent demander à ce que leur bureau, que les lumières soient baissées, que ça soit accepté qu'ils cassent, ce genre de choses. Et si vous n'avez pas être adapté en fait. C'est ça. L'inclinaison même le temps du clavier, la hauteur de l'écran, la chaise, tout. Enfin, c'est vraiment pour les personnes intéressant. C'est ça. Enfin, pour tout handicap, la RQTH permet ça. Et il faut surtout pas se dire que c'est dénigrant ou quoi que ce soit, pas du tout, au contraire, c'est pour vous aider à être inséré dans la vie professionnelle et que ce soit facilité pour vous et pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc, exactement. On peut aussi avoir le macaron handicap parce qu'on pense souvent à ça quand on fait du ventre, mais ça dépend, c'est très spécifique en fonction du handicap bien évidemment. Parce qu'il y a les cartes aussi, voilà, exactement, avec le dossier MDPH, on fait la demande de cette carte. Donc il y a la carte du coup pour les stationnements prioritaires, mais il y a la carte aussi d'invalidité, par exemple pour vous faites les courses, vous passez aux caisses prioritaires, des fois ça passe, mais des fois voilà, il faut montrer sa carte pour bien spécifier qu'on est en situation de handicap, qu'on passe devant ce genre de choses. Oui, il faut pas hésiter d'ailleurs à la montrer cette carte. C'est ça. Et pour ceux qui ont la carte du coup de stationnement, le stationnement n'est pas payant pour les personnes qui ont cette carte. Pas. Voilà. Oui, parce que ça évite d'aller à la borne. Mais c'est ça. En fait, c'est logique au final. C'est ça. Quand vous avez cette carte, il faut bien penser à la poser sur la voiture qu'on la voit. Et du coup, si c'est payant, pour vous, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est pas payant. Bon, super. Des bonnes nouvelles. C'est ça. Côté positif. Bon, on va finir sur ça. Merci beaucoup Manon. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.